Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints. Je suis Pascal Nicole du cabinet de concertation La Suite dans les idées. Nous sommes partenaires du cabinet Epicéum qui accompagne l'ANRU pour ces journées. Nous allons passer 1 heure ensemble et mon rôle est tout simple. On va répartir la parole entre nos intervenants et vous-même qui nous suivez puisque vous allez pouvoir intervenir vous aussi à travers vos écrans pour nous faire part de vos témoignages, de vos avis, de vos questions aussi puisqu'on aura une dernière partie de cette discussion, de cet atelier qui vraiment vous sera consacré et toutes les observations que vous avez à faire sont triées, préparées par Camille Lefebvre qui m'accompagne dans cette préparation. Le thème de l'atelier se présente sous la forme d'une question d'ailleurs. Vous allez peut-être pouvoir y répondre. Quartier rénové, habitants en bonne santé. Telle est la question. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé de santé évidemment ces derniers mois avec la crise sanitaire. Il est vrai aussi que les quartiers prioritaires ont été, comme on dit, en première ligne à tout point de vue. On l'a entendu notamment lors du grand débat de tout à l'heure, si vous l'avez suivi. Les habitants de ces quartiers ont vraiment révélé une vulnérabilité particulière et il faut bien entendu qu'on en parle. Pour en parler, donc 2 experts nous accompagnent. Ils sont avec nous, Yann Moisan de Novascopia et Stéphanie Gaucher du cabinet Indigo. Merci beaucoup d'être avec nous. Yann et Stéphanie, vous allez nous accompagner. Vous avez d'ailleurs préparé aussi cet atelier avec nous. Et puis on a 2 témoins sur le terrain. Julie Andro à Périgueux. Merci Julie d'être avec nous. Et Ophélie Bagné à Lille. Vous nous direz un peu comment vous avez vécu d'ailleurs ces derniers mois pour commencer. Et puis en plus, on élargira bien sûr à la question de la santé plus globalement. Pour bien commencer, d'ailleurs, on va donner tout de suite la parole à ceux qui nous suivent, qui nous accompagnent. Vous êtes sans doute plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Et je vais tout de suite vous demander comment vous ressentez la situation de santé des habitants des quartiers prioritaires. Est-ce que vous pensez qu'elle s'est détériorée, stabilisée ou améliorée? Vous répondez à cette question en cliquant soit sur la réponse 1, détérioration, réponse 2, stabilisation, réponse 3, amélioration, et on verra comment vous ressentez les choses tout à l'heure. Voilà, mais je veux peut-être pour commencer, pour cadrer en quelque sorte cette question qui nous est posée, demander à Stéphanie Gaucher, qu'elle nous dise un peu ce qui conditionne aujourd'hui la santé de la population. Alors, il y a beaucoup de Quels sont les paramètres, critères? effectivement. Oui, beaucoup de paramètres qui vont conditionner l'état de santé d'une population. La définition de la santé va finalement un peu au-delà du soin, hein. L'Organisation mondiale de la santé va définir la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme une absence de maladie ou d'infirmité. Des travaux de recherche des années 70 et 90 ont montré d'ailleurs que l'état de santé d'une population n'était déterminé par le système de soins qu'à hauteur de 10%, 20% par la génétique et 70% qui dépendent étroitement des modes de vie, des paramètres socio-économiques, environnementaux. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de liens historiques et anciens entre pensée hygiéniste et ville. Les interactions entre urbanisme et santé se sont précisées ces dernières années avec tout un corpus de recherche, de nombreux outils de démarches et de guides. Parmi les guides, on peut citer celui du référentiel, du guide Isadora, qui a été porté et coordonné par l'École des hautes études en santé publique. Voilà, donc l'état de santé des habitants et usagers d'un quartier va être conditionné par des facteurs plus ou moins favorables à la santé, qui vont toucher des sphères individuelles et des sphères un peu plus collectives et environnementales. Donc on va parler de déterminants de santé qu'on peut regrouper en sous-familles, donc ceux qui sont liés à l'environnement physique, naturel, le quartier, le cadre de vie, les réseaux sociaux communautaires, avec un lien finalement à l'urbanisme assez fort, la position territoriale du quartier, l'accès à des équipements et des aménités, à une offre de transport et d'habitat, et puis des déterminants qui vont être dans une sous-famille de style de vie et liés à des comportements, notamment alimentaires, d'activité physique, etc. Alors, ces déterminants vont impacter la santé soit de manière isolée, soit en association, en interaction les uns avec les autres. Et donc, on va parler, ça a été évoqué dans le grand débat précédent, mais d'inégalité territoriale de santé, voilà, avec notamment pour des questions de nuisance environnementale, de pollution, de qualité de l'air, de bruit, etc., avec 2 notions. La notion de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'à un même niveau d'exposition à des nuisances, de température extrême, de
de qualité de l'air, de bruit, etc., les risques vont pas être les mêmes dans un groupe de population en fonction des individus, de leur âge, de leur sexe, de leur patrimoine génétique, et puis un différentiel d'exposition où on va effectivement retrouver des problématiques de cumul d'exposition à des facteurs de risque et des nuisances environnementales qui vont être corrélées à des problématiques de population plus défavorisées, notamment socio-économiquement. Donc pas la même possibilité d'accès aux soins, à l'alimentation, entre autres. Merci beaucoup Yann Moisan. D'ailleurs, vous êtes peut-être encore plus centré dans votre propos sur la question de la vulnérabilité, notamment liée au milieu de vie, à l'urbanisme, hein. C'est un peu votre spécialité chez Novascopia. Vous pouvez nous en dire plus sur cette approche du lien entre vulnérabilité et milieu de vie? Oui, bah c'est une approche qui émerge déjà depuis longtemps, hein, sur les questions d'urbanisme. On ne vient pas révolutionner les choses, on vient juste pointer l'intérêt, l'importance de pouvoir les mobiliser de manière plus intensive sur certains quartiers, certains territoires. Ici, c'est du coup, sur les territoires qui nous occupent aujourd'hui, c'est une réflexion sur ce lien entre précarité sociale et vulnérabilité de santé. C'est du coup se dire que selon là où on habite, là où on vit, là où on emmène ses enfants, sur ces chemins-là, eh bien, on ne part pas tous sur la même ligne de départ. Et c'est là qu'intervient cette notion de gradient social qui, du coup, fait varier les situations sanitaires, notre rapport à certaines pathologies, notamment les pathologies chroniques, selon la localisation où on vit et notamment leur implantation géographique. Alors, dans les quartiers dont on parle, c'est une vérité qui a été, là encore, abordée lors de la première table ronde, la grande table qui a été la table introductive de cette journée. C'est du coup une configuration qui expose plus les habitants, qu'ils soient enfants ou personnes âgées, à des nuisances environnementales plus marquées sur les quartiers politiques de la ville et les quartiers caractérisés par des projets de renouvellement urbain. Donc, quand on parle de nuisances environnementales, on parle du coup de rapport à la qualité de l'air extérieur, mais aussi intérieur, lié à des logements exigus. Et puis, deux leviers qui sont importants à prendre en compte aujourd'hui, qui, dans un premier temps, étaient corrélés aux territoires ruraux, mais qui sont aujourd'hui très prégnants dans les territoires urbains et quartiers politiques de la ville. C'est d'un côté la prévalence des maladies chroniques et des inégalités d'accès aux soins sur ces territoires, et dans la même idée, dans le même mouvement de balancier très inquiétant et très alarmant, la raréfaction des professionnels de santé et la difficulté d'accès aux soins pour ces populations. Juste sur ce point-là, l'accès aux soins, on le dit, dans ces logiques et ce développement de la promotion de la santé en territoire urbain, on dit, bien sûr, il faut dépasser l'offre de soins et ne pas en faire la pierre angulaire d'une approche santé. Mais ici, dans certains quartiers, là où les professionnels de santé partent à la retraite et ne sont pas remplacés, ça devient une question, je dirais, très importante et qu'il ne faut pas négliger, bien au contraire. Question que la crise sanitaire a amplifiée, j'imagine, enfin en tout cas mis en exergue. Oui, largement, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et puis au-delà des chiffres, il y a du coup ce rapport à l'accès aux soins qu'il faut interroger aujourd'hui, notamment le rapport entre médecine de ville et structure hospitalière. Beaucoup de services hospitaliers ont été submergés, tandis que le rapport et l'accès aux services de centres de santé ou à la médecine dite libérale s'est fait de manière plus limitée. C'est vraiment un point qu'il faut aujourd'hui interroger, mais on peut aussi le dépasser en abordant les questions non pas d'accessibilité aux soins directs, donc en interrogeant le niveau de proximité ou les délais d'attente, mais aussi le lien et ce que ça questionne en matière d'accès aux droits et d'accès aux services. Et quand on parle d'accès aux services, c'est aujourd'hui une question qui nous oblige ou qui doit s'illustrer à travers la place des acteurs de prévention, de médiation. On parle aujourd'hui de plus en plus de médiation sanitaire, mais tous les acteurs au service de ces quartiers-là qui vont faciliter
l'accès aux soins par en levant des barrières linguistiques, culturelles, mais aussi l'accès aux droits en matière d'accès financier. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, on va s'appuyer sur deux témoins, deux acteurs de terrain. Je vais d'abord demander à Ophélie Bagné, qui est chef de projet à Lille, de nous dire un peu comment vous avez vécu cette période particulière et est-ce qu'elle a eu je vais dire, des répercussions sur le projet urbain que vous conduisez? Oui, moi je vais vous parler plus spécifiquement de Concorde, secteur au sud de Lille que je vais développer plus tard dans cette présentation. Sur Concorde, on s'intéresse à la santé depuis 2015, donc finalement les acteurs de terrain et les élus sont déjà attentifs à cette question de santé et donc du coup on a poursuivi les efforts en santé pendant l'année 2020 et pendant cette crise sanitaire. Il y a une étudiante en sciences politiques qui nous accompagne actuellement pour essayer de mieux comprendre les impacts de cette crise sanitaire sur Concorde. Et donc, du coup, déjà, elle a pu mettre en avant deux problématiques. Une augmentation de la précarité alimentaire avec l'apparition de nouveaux publics et aussi une dégradation de la santé mentale sur le secteur Concorde précisément. Et donc, du coup, suite à ces thématiques qui sont mises en avant, on va pouvoir mettre en place certaines préconisations et pouvoir après alimenter et réajuster le programme de renouvellement urbain et mettre en valeur les initiatives informelles positives qui ont pu être mises en place durant l'année 2020. Merci beaucoup. Julie Andro, vous avez anticipé aussi, hein, vous me disiez que la santé était déjà un des grands sujets de la rénovation urbaine sur le Grand Périgueux. Vous êtes avec votre collègue d'ailleurs qui s'occupe de ce sujet. Oui, tout à fait. On est à deux pour cette intervention. Caroline Cervera, donc, qui est responsable santé et solidarité au Grand Périgueux. Nous, notre expertise, elle porte sur le quartier de Chamiers, en cœur d'agglomération du Grand Périgueux, au cœur du département de la Dordogne, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, dès l'amorçage de la phase de diagnostic et de priorisation des enjeux, l'approche santé a été intégrée comme une sorte de fil rouge de notre projet urbain pour alimenter la programmation sur la base d'une démarche très participative avec les habitants. Donc, vous avez sur la petite slide qui vous est présentée quelques chiffres clés pour illustrer la situation sur le quartier de Chamiers. Concernant les conséquences de la crise sanitaire, nous, on était effectivement, on a été très attentifs parce que l'échelle avec laquelle on travaille nous permet d'être vraiment en proximité sur le quartier. Donc, je rejoins Ophélie dans les éléments qu'elle a mis en exergue. On a eu également la montée en puissance des violences familiales et d'un phénomène aussi de décrochage scolaire qui s'est accentué du fait de cette crise sanitaire. Donc ça, c'est pour les aspects un peu négatifs. En aspect très positif de la crise sanitaire, s'il y en a un qui, en tout cas, nous a un peu marqué, c'est le fait que la question de l'habiter est devenue centrale, est devenue une vraie préoccupation des partenaires du projet urbain et notamment du bailleur social. Nous, on travaille avec un seul bailleur social sur le quartier. Et du coup, la question de l'habiter est devenue prioritaire en ce sens que durant la crise sanitaire, beaucoup d'entre nous ont subi leur logement. Et la réponse que cela a introduit chez nos partenaires, c'est la nécessité de réfléchir à une autre manière de valoriser l'intérieur des logements, l'extérieur aussi, avec tous les agréments que cela pouvait représenter. Dans l'une des précédentes photos, vous l'avez vu, le quartier de Chamiers a la chance d'avoir au cœur du certi immobilier une strate verte extrêmement importante, qui est reconnue comme une vraie richesse par les habitants du quartier. Donc voilà, la crise sanitaire a permis aussi de mettre en avant le fait que ce parc, qui était une richesse, devait impérativement devenir aussi un secteur important dans le cadre du projet urbain avec la déclinaison d'un contenu sur ce parc pour favoriser le lien social, tout ce qui relève de la cohésion sociale de manière plus générale.
Écoutez, je vous propose tout de suite de regarder l'avis de vos autres collègues qui nous suivent avec le résultat du petit sondage qu'on a lancé tout à l'heure. Est-ce que la situation de santé des habitants s'est plutôt améliorée ou dégradée? Dégradée 80%, vous voyez, donc on a personne d'ailleurs qui considère qu'il y a une amélioration et 20% qui considèrent qu'il y a une stabilisation, que ça n'a pas forcément beaucoup changé. Donc voilà, effectivement, très massivement, on considère qu'il y a une détérioration, ce qui vient donc à l'appui effectivement du débat qui a eu lieu juste avant, qui a ouvert en fait ces journées de la rénovation urbaine. Effectivement, alors maintenant, j'aimerais peut-être qu'on rentre un peu plus dans les détails. Ophélie, vous avez été bref tout à l'heure. Quelles sont les thématiques que vous avez intégrées dans votre projet de rénovation urbaine, plus particulièrement concernant la santé? Les thématiques phares du projet à Concorde sont à la fois l'air, le bruit, l'alimentation et l'énergie. En fait, à Concorde, on a été lauréat du PIA Ville durable et solidaire en 2015, parallèlement à l'inscription du quartier de Concorde dans le NPNRU. Et donc, du coup, on s'est intéressé à ces 4 thématiques-là et on appelle ça aujourd'hui la démarche quartier à santé positive. Donc, du coup, on s'est intéressé principalement au début à l'air et au bruit parce que à Concorde, ce secteur est enclavé par des axes routiers et il y a un périphérique qui passe et qui est très emprunté par les Lillois et les personnes qui habitent aux alentours de Lille. Il y a à peu près 150 000 véhicules par jour. Donc, finalement, les habitants de Concorde subissent une pression environnementale assez forte. Ah oui, j'imagine que effectivement il y a de la pression dans un univers pareil. Écoutez, donc je voudrais juste continuer avec Yann Moisan pour qu'il nous dise maintenant quelles sont un peu les préconisations qu'il peut nous donner quand cette question est peut-être insuffisamment prise en compte. Oui, alors quelques préconisations. Vous dire qu'on ne part pas de rien, je l'ai dit tout à l'heure, la santé est déjà prise en compte dans beaucoup de projets d'aménagement urbain, mais il y a encore beaucoup à faire et beaucoup de progrès pour qu'elle puisse l'être de manière beaucoup plus massive, notamment dans les programmes projets de renouvellement urbain, parce qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui Périgueux, Lille, beaucoup de villes, d'ailleurs, personne n'y va par hasard sur l'intégration de la santé. Il faut y réfléchir sur justement le positionnement de la ville, la place, le contenu du contrat local de santé dans le fait qu'une ville et qu'un quartier intègrent la santé de manière totale ou partielle. Mais clairement, je dirais qu'aujourd'hui, elle est quand même intégrée de manière partielle si on fait un bilan à ce stade de l'évolution en France. Comment on peut faire déjà, c'est du coup se dire que la santé ne doit pas à la fois être portée uniquement par les acteurs sanitaires et sociaux ou par l'élu à la santé, même si son implication va être déterminante. Pour qu'on puisse être sur un projet et un portage qui parle aux habitants, c'est-à-dire qui puisse être à la manœuvre et mobilisés dans les phases de pré-programmation, c'est-à-dire qu'est-ce que sera leur quartier, qu'est-ce qu'ils veulent de leur quartier à l'échelle de 10-15 ans, eh bien, ça implique justement de pouvoir penser, voilà, vous mettez la diapo, c'est la diapo concernant l'urbanisme favorable à la santé, c'est la suivante, je crois. Oui. Excusez-moi, je la cherchais. Cet urbanisme favorable à la santé, alors on dit UFS et un des outils, c'est les évaluations d'impact en santé qui sont largement qui sont en voie de développement, mais pas encore totalement intégrés. Cet urbanisme favorable à la santé, c'est finalement une réflexion sur qu'est-ce qui fait la qualité de vie près de chez soi. Et cette qualité de vie près de chez soi, eh bien, pour qu'elle soit optimale, il faut qu'on puisse se donner les moyens que à la fois les habitants, mais aussi les acteurs du quartier, c'est-à-dire d'un pharmacien, d'un chauffeur de bus, d'un gardien d'immeuble, ils soient partie prenante et concernés. Alors, ça s'improvise pas forcément et ça se fait pas en 1 ou 2 mois. Alors, on parlera, j'aurai peu de temps pour parler de la temporalité de ces missions. Peut-être Julie Andro, Ophélie Bagné en parleront mieux que moi. Mais en gros, c'est aussi se dire qu'il faut prendre du temps pour penser à la fois ce temps de dialogue avec les architectes, les urbanistes ou programmistes,
et puis penser un tour de table qui va dépasser le cadre classique de l'offre de soins. Alors, derrière ces acronymes, urbanisme favorable à la santé, évaluation d'impact en santé, c'est, je dirais, 3-4 dimensions qu'on peut retenir. Vous me couperez si je suis trop long. La dimension première, c'est intersectorialité, transversalité. On en parle beaucoup, mais là, il faut le faire. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas penser l'avenir d'un quartier sans associer un directeur d'école, l'éducation nationale, des acteurs, le centre social ou le médecin ou l'infirmière à domicile qui est présente sur le quartier depuis 10-15 ans. Ces acteurs-là, ils vont dire, d'un côté, ils vont dire mais je ne suis pas urbaniste, je n'ai pas ma place dans cette réunion ou dans ce tour de table. Et à l'inverse, les urbanistes vont dire oui, mais moi je ne suis pas épidémiologiste, je ne connais pas la prévalence des cancers et le taux d'obésité sur ce quartier. Pourquoi vous m'invitez ici? Et c'est là tout l'intérêt de se dire qu'à l'échelle d'un quartier, d'un territoire, ces acteurs-là ont leur place pour penser des configurations, donner leur avis sur les abords d'une école, l'intérêt ou non de penser des pistes cyclables, qu'est-ce qui va favoriser une augmentation de la place des femmes sur une place publique, faut-il un éclairage la nuit, sur quel secteur? C'est vraiment ce sujet-là et cette diversité de points de vue qui va être prégnante. Dernier point, la gouvernance, on en parle ici, c'est se dire oui, mais comment on intègre ce tour de table à un programme de renouvellement urbain? Est-ce que c'est annexe? Est-ce que c'est central? Là, je dirais vraiment, il faut faire du sur-mesure. On ne peut pas faire de copier-coller d'une EIS sur l'autre ou d'une méthodologie. Et l'implication, le portage politique va être déterminant sur le fait de pouvoir donner une place plus ou moins importante à la santé sur le quartier. Je m'arrête là, je reprendrai peut-être après. Voilà. Je vais justement repasser la parole à Julien Andreau parce que vous avez une approche particulière, par exemple, de la phase chantier. Est-ce que là aussi, vous êtes soutenu? Est-ce que c'est porté? Est-ce que c'est organisé? Comment ça se passe exactement à Périgueux? Alors, on souscrit complètement à ce que vient de dire Yann, c'est-à-dire que nous, en fait, l'idée, ça a été de mettre autour de la table des partenaires qui n'avaient pas forcément vocation ou en tout cas l'habitude de travailler ensemble, puisque autour de la table se trouvaient des acteurs de la santé, les partenaires du renouvellement urbain, les habitants, avec une composition que dès le départ, on a voulu assez tranchée, c'est-à-dire qu'il y avait 50% des participants qui étaient des représentants habitants et 50% de partenaires associatifs, institutionnels. Donc, c'était un parti pris dès le départ. Et ça a été extrêmement constructif, c'est-à-dire qu'on avait, tout à l'heure Stéphanie parlait des déterminants de santé avec le fait que effectivement ça recouvre des réalités très différentes, ça explore beaucoup de thématiques et le fait d'avoir autour de la table cette richesse partenariale a fait que on a abordé des sujets complètement différents avec des approches aussi différentes, des enjeux portés différents. Et du coup, ça a été, c'est ce qui a fait que le travail a été extrêmement fertile, quoi, au final, sur cette évaluation des impacts en santé. Alors, vous pouvez nous expliquer quelle méthode vous avez choisie pour cette évaluation? Oui. Alors, la méthode, vous avez des slides que je vais vous montrer. Voilà. Alors, l'origine de cette démarche, c'est le cadre, en tout cas, dans lequel s'est inscrit cette démarche, c'est le CLS, le contrat local de santé, et plus spécifiquement l'ASV, donc l'atelier santé-ville. C'est pour ça que Caroline est avec moi aujourd'hui. On a conduit en fait cette démarche en binôme, Caroline et moi, pour justement ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire le fait d'avoir un partenariat santé, renouvellement urbain qui est mis au même pied d'égalité. Et la chance que l'on a eue, c'est que nos représentants de l'Agence régionale de santé sont venus vers nous pour nous proposer une évaluation des impacts en santé un peu expérimentale, parce que jusqu'à présent,
les évaluations d'impact en santé portaient davantage sur des projets de superstructure, des projets d'équipement public, des projets de bâtiments privés, etc., ou de logements. Et là, ce qu'ils nous ont proposé, c'est de plutôt conduire une évaluation des impacts en santé du projet urbain. Donc, avec l'ensemble des composantes du projet urbain. Voilà, donc les fameuses EIS dont nous parlait Yann Moisin tout à l'heure, c'est bien ça, hein, c'est ces différents critères d'évaluation. Tout à fait. Donc, on a sauté sur l'occasion parce que ça nous semblait intéressant d'avoir une approche un peu singulière du projet urbain et de l'angle santé que portait le projet renouvellement urbain. Et vous avez donc beaucoup travaillé avec les habitants, on le voit sur ces images. Exactement. Donc, ce que je vous disais, les groupes de travail étaient constitués à 50% d'habitants et à 50% d'associations de proximité représentants institutionnels. Ça a été notre cadre tout le long du dispositif. On a travaillé d'abord sur la formalisation de priorisation des déterminants de santé, quels étaient les angles qui nous paraissaient importants de travailler en priorité. Et ensuite, on a formalisé des recommandations. Alors, la petite originalité qu'on a eue en termes de méthode de travail qui nous a été proposée par notre bureau d'études, Novascopia, c'est de plutôt mobiliser nos partenaires sur le temps de la pause méridienne. Donc, on partageait un repas ensemble, un déjeuner de travail. C'est pas que qu'un repas, c'est un déjeuner de travail. Et du coup, ça introduisait une forme de convivialité de manière assez naturelle. Nos partenaires étaient beaucoup plus disponibles du coup, puisque c'était sur un temps qui habituellement n'est pas consacré au travail ou voilà. Et du coup, je pense que ça a contribué au fait que toutes les séances de travail étaient constructives, quoi. C'est-à-dire que tout le monde parlait, chacun se sentait à l'aise pour exprimer des avis, même s'ils étaient contradictoires. Et voilà, donc c'était la petite originalité de travailler sur la pause méridienne de manière à être sur un format plus convivial, parce que parfois on abordait des questions un peu complexes. Parfois les habitants autour de la table étaient directement concernés par ces problématiques-là. Donc voilà, ça permettait de dédramatiser, entre guillemets, les problématiques que l'on évoquait dans le cadre de ce travail-là. Voilà, et donc j'ai mis un petit mot sur les évaluations, les retombées de cette évaluation. Merci beaucoup Ophélie Bagné. De votre côté, comment les choses sont portées de ce point de vue-là sur le plan de la santé? Est-ce que c'est véritablement pris en compte aujourd'hui, j'allais dire, par tout le réseau de partenaires dont parlait Yann Moisin tout à l'heure, qui est absolument indispensable? Oui, évidemment, ça a pris du temps. Hein. C'est un travail au quotidien de mobilisation, à la fois des collègues, des techniciens, des partenaires, des habitants. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment grâce au PIA Ville durable et solidaire qu'on a pu mettre le paquet sur 4 thématiques: l'air, le bruit, l'alimentation et l'énergie. Et grâce à une enveloppe budgétaire, on a pu mener des études, mener des actions, des expérimentations pour vraiment voir est-ce que ça conforte ou non les idées qu'on avait initialement, comment on peut aller plus loin et comment on peut mobiliser les uns et les autres sur des actions vraiment concrètes en lien du coup avec la démarche quartier à santé positive. Ce qu'il faut savoir, initialement, ça a été travaillé en petit comité avec la direction des risques urbains et sanitaires de la ville de Lille, la direction de l'habitat et la direction du renouvellement urbain. Et petit à petit, on se rend compte qu'on arrive à mettre autour de la table plusieurs services. Et finalement, aujourd'hui, Concorde est identifié comme démonstrateur de la santé ou de l'urbanisme favorable à la santé à l'échelle de la ville de Lille, mais aussi aujourd'hui à l'échelle de la métropole européenne de Lille. Donc, des exemples de conséquences concrètes, quand vous disiez, par exemple, sur la rénovation urbaine, est-ce que ça a vraiment changé la configuration des logements? Oui, alors si vous voulez, vous pouvez montrer une slide qui montre des prescriptions sur l'air et le bruit. Alors concrètement, l'objectif là, c'est vraiment de lier la démarche quartier à santé positive et le projet de renouvellement urbain. Et donc du coup, dans les études qu'on a pu réaliser avec des bureaux d'études experts en termes d'acoustique,
ou de pollution atmosphérique, on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir inscrire les recommandations de ces bureaux d'études dans les cahiers des prescriptions. Donc, c'est voilà, celle-ci. Voilà, c'était celle-là. Hein. Exactement. J'ai eu du mal à la trouver parce qu'elle était au tout début. Donc voilà, en fait, là, vous avez une vision de Concorde en 2035. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Concorde a été inscrit dans le programme de renouvellement urbain en 2015. Et évidemment, voilà, c'est des projets de long terme. Et donc là, c'est une vision à 2035. Et on se rend compte que les préconisations sont sur les isolements, sur l'emplacement des écoles. Auparavant, actuellement, plutôt, les établissements scolaires sont situés vraiment à proximité du périphérique. Et donc, du coup, qui subissent les pressions environnementales dont je parlais tout à l'heure. Donc là, l'objectif, voilà, c'est de les éloigner le plus possible du périphérique. Il y a aussi un projet de protection acoustique le long du périphérique. Donc, c'est un rehaussement du talus actuel et une mise en place d'un écran acoustique pour diminuer et limiter les nuisances sonores auprès des habitants actuels et des habitants futurs. Donc, voilà des exemples concrets d'actions. Et ces exemples-là, maintenant, sont aujourd'hui réalisés par notre aménageur. Et qui finalement intègre toutes nos ambitions en termes de quartier à santé positive dans le futur aménagement de Concorde. Merci beaucoup. On va lancer d'ailleurs un deuxième petit sondage puisqu'on est à la mi-temps de cet atelier. On va demander aux différents participants de nous dire si cette question de la santé est suffisamment prise en compte dans les projets de rénovation urbaine. Hein, donc, très simple, hein, une seule réponse. 1 pour oui, c'est suffisamment pris en compte. 2 pour non, ça n'est pas suffisamment pris en compte. Dans les quartiers, bien sûr, où vous intervenez, que vous connaissez, puisque vous êtes nombreux, évidemment, professionnels à intervenir sur ces quartiers prioritaires. Est-ce que cette question de la santé, cette thématique est suffisamment prise en compte? Est-ce qu'elle a des conséquences aussi concrètes? N'hésitez pas aussi à intervenir en nous faisant part de vos témoignages, de vos observations sur ces sujets. Je vais repasser la parole à Stéphanie Gaucher, puisque Stéphanie, vous aviez peut-être des conseils pratiques maintenant. On va rentrer grâce à Ophélie, on a commencé de le faire, dans les aspects vraiment pratiques et concrets des conséquences de la prise en compte de la santé dans la rénovation urbaine. Peut-être quelques conseils, quelques préconisations dans cette deuxième partie de notre atelier. Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'on l'évoquera à la fin de l'atelier. On a coélaboré du coup avec Yann Moison de Novascopia et puis aux côtés des porteurs de projets et d'un groupe de travail incarné sur la prise en compte de la santé et du bien-être dans les projets de renouvellement urbain. Effectivement, c'est des incarnés destinés comme d'autres carnets de l'innovation qui sont sortis antérieurement sur l'économie circulaire, l'agriculture urbaine, etc., qui sont destinés du coup à donner un peu des boîtes à outils et des clés de lecture pour les acteurs du renouvellement urbain. Voilà, donc effectivement, alors ces leviers, donc oui, c'est bien de rester là-dessus. Je crois que c'était voilà, c'était ça. Désolé. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, il y a effectivement plusieurs, toutes ces réflexions ont émergé finalement de groupes de travail et puis d'initiatives des territoires. Ophélie et puis Julie ont pu nous dévoiler également leurs approches. Donc il y a plusieurs finalement. Alors un des messages clés justement de ce carnet, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour intégrer une démarche de projet de renouvellement urbain favorable à la santé et au bien-être des habitants. Voilà. Et donc effectivement, il y a plusieurs étapes de prise en compte. Yann a évoqué des enjeux de gouvernance, d'association des acteurs, mais finalement la première étape est de faire le point avant de se lancer, clarifier des orientations de santé en lien également avec un écosystème d'acteurs, d'instances locales, de mobiliser finalement des acteurs et des compétences de santé, les ARS notamment entre autres, mais voilà, à plusieurs échelons. Ensuite, la deuxième étape, elle va être d'élaborer un profil santé de territoire, dans le but finalement de dire quel est le profil santé de territoire et comment localement dans mon quartier du coup ou sur mon patrimoine je peux définir des priorités d'intervention sur le quartier. La santé est assez large, donc voilà, il faut aussi arriver à cibler des priorités et comprendre du coup dans ce profil de territoire les particularités du territoire. Donc voilà, un diagnostic qui permet de croiser des données quantitatives, cartographiques, qualitatives, d'observation et de mobilisation aussi d'acteurs de terrain. La troisième étape, je vais y revenir justement dans les 3 leviers opérationnels, mais c'est l'étape de la programmation, de la conception plus opérationnelle.
Et puis ensuite, voilà, la quatrième étape, on va être dans la mise en œuvre. Ça a été évoqué un petit peu dans le grand débat, mais effectivement, sur les projets de renouvellement urbain, on est sur des projets dans un temps long. Donc, comment on gère finalement, on s'assure aussi via ces études et ces démarches d'urbanisme favorable à la santé et de IES, comment on s'assure que les orientations soient prises en compte dans le temps, comment on accompagne les ménages dans le relogement, comment, comme le Grand Périgueux l'a travaillé, on travaille sur la question du chantier, de la réduction de nuisances liées au chantier, etc. Et la cinquième étape qui est finalement le suivi, l'évaluation de ce projet de renouvellement urbain favorable à la santé dans le temps, qui passe du coup finalement par un retour et puis des questions à se poser au moment de la livraison, mais aussi au moment de la vie du quartier, parce que la démarche de santé effectivement évolue et se poursuit. Alors les 3 leviers, je peux faire vite, hein, si vous me coupez si je suis trop longue. Les 3 leviers, effectivement, font le lien un peu aux éléments mentionnés dans le grand débat et puis rappelés par Yann en introduction sur les spécificités problématiques de santé dans les projets de renouvellement urbain dans les quartiers. On a un premier levier qui est effectivement sur la minimisation des expositions aux nuisances environnementales, des quartiers qui peuvent être à proximité de périphériques, d'infrastructures ou voilà, de problématiques de territoire qui engendrent un certain nombre de problématiques et de nuisances environnementales. Donc là, la logique finalement est de transformer ces facteurs de risque en facteurs de bien-être. On va y retrouver des déterminants justement, Ophélie les a cités, mais de déterminants environnementaux, de qualité de l'air, de confort acoustique, de confort d'été et d'hiver, qui sont des sujets notamment assez prégnants avec des perspectives d'évolution climatique. Voilà, tout un tas de sujets. Le deuxième levier va être plutôt d'agir finalement sur des comportements bénéfiques et favorables à la santé. Donc où là, l'idée, c'est effectivement d'agir sur les problématiques de sédentarité par des modes de vie actifs, la marchabilité, des espaces de sport, etc. L'accès à une alimentation saine. Là, voilà, ça fait directement écho aussi à des projets, des programmes portés actuellement sur les démarches de quartiers fertiles. Et puis, comment on conçoit finalement dans ces comportements et cette programmation des espaces inclusifs et des communs qui favorisent finalement pour tous des liens, des interactions sociales entre voisins, etc. Et le troisième, donc qui a également été abordé par Yann au départ, effectivement, qui est de garantir l'offre et les parcours de soins. Comment Sylvaine Gollard de la RS Île-de-France l'a rappelé dans le grand débat, comment finalement activer, faire en sorte que ces quartiers soient attractifs dans l'installation de professionnels de santé, et du coup, quelles solutions d'offres immobilières adaptées développer, que ce soit pour de l'activité libérale ou de l'activité plus en coopération et mutualisée de type maison de santé pluridisciplinaire, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que les 2 territoires qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui ont participé à ces groupes de travail et puis illustrent tout à fait ces étapes de prise en compte de la santé dans le temps et puis ces curseurs et ces leviers. Merci beaucoup. On va aller regarder ce que donne notre mini-sondage auprès des différents participants qui sont là. Est-ce que le sujet de la santé est davantage pris en compte par vos décideurs? Oui, timide. Un peu moins d'un tiers d'entre vous considèrent que oui. Mais voilà, un peu plus de 2 sur 3 considèrent que non, 68,4% exactement, qui considèrent que le sujet de la santé n'est pas suffisamment pris en compte. Donc, d'où l'utilité de notre atelier, d'où l'utilité aussi de vos témoignages, de vos avis. On va donc passer au débat avec la salle, en quelque sorte, comme si on était en présentiel, mais avec ce petit inconvénient de la distance. Alors, j'ai déjà quelques premières questions, peut-être d'abord pour Ophélie Bagné, par exemple, pour prolonger votre présentation. Est-ce que ce que vous avez fait à Concorde va être utile à d'autres secteurs de la métropole lilloise? Oui, c'est tout l'enjeu et tout notre objectif d'essaimage. C'est vraiment pouvoir expérimenter pour après alimenter d'autres quartiers ou d'autres communes de la métropole européenne de Lille. Et pour ce faire, on lance là en 2022 une évaluation, finalement l'évaluation du quartier à santé positive. Quels sont les indicateurs qualitatifs, quels sont les indicateurs quantitatifs. On est parfois un peu frustré parce qu'on se dit c'est finalement pourquoi on se limite qu'à 4 objectifs, air, bruit, alimentation et l'énergie. On aimerait aller plus loin et donc du coup grâce à cette évaluation on va pouvoir mieux avancer dans notre démarche et pouvoir alimenter d'autres quartiers lillois. Et ce qu'il faut savoir aussi, à Lille, là tout récemment,
la collectivité a signé un pacte Lille bas carbone, et donc du coup qui intègre aussi l'ensemble des enjeux d'urbanisme favorables à la santé, et qui a pu rassembler différents aménageurs, promoteurs et bailleurs autour de ce pacte Lille bas carbone, et donc il y a une centaine finalement de personnes ou de structures qui ont signé ce pacte. Donc du coup, ça va aussi nous aider à aller plus vite et plus loin dans cet objectif d'essaimage. Merci beaucoup. Une autre petite question aussi qui nous arrive, mais qui ne vous concerne pas que vous, mais je sais qu'à Lille, vous avez un énorme réseau autoroutier sur la métropole. Comment ça se passe, par exemple, par rapport aux nuisances routières? Est-ce que vous arrivez à trouver des partenaires pour travailler sur ces sujets? Oui, il y a beaucoup de bureaux d'études qui nous accompagnent sur ces questions-là. Donc, du coup, on se nourrit de leur retour, de leur réflexion. On en débat, on préconise. Donc, oui, il y a différents partenaires avec qui on travaille sur ces questions-là au quotidien. Alors, une autre question maintenant pour Julie Andro. Est-ce que votre projet aurait été différent si vous n'aviez pas eu cette démarche d'évaluation des impacts de santé? J'en suis persuadée. C'est-à-dire que ça a vraiment le fait d'avoir autour de la table l'ensemble des acteurs et les experts d'usage, les habitants, ça a permis d'alimenter la programmation. Sachant que, alors je ne l'ai pas dit, mais notre IS, elle a été menée, on n'avait pas encore signé la convention, on était en pleine étude de programmation des équipements et des espaces publics. En parallèle, le bailleur commençait la réflexion sur les programmes de réhabilitation, résidentialisation. Donc, ça a vraiment permis de mettre en lumière des sujets importants et du coup d'alimenter le contenu programmatique des opérations. Une autre question d'argent qui nous est posée. Qui a financé tout ça? L'ARS, est-ce que l'ARS a contribué? Est-ce que l'ANRU vous a aidé? Alors, c'est l'ARS. Pour ce qui nous concerne, l'ARS a financé cette opération. Et donc, elle a financé à hauteur de 75%. Non, c'était plus. Ils ont payé la totalité de l'étude, enfin sur le hors-taxe, et on a payé la TVA, voilà. Enfin, c'était le côté expérimental qui leur plaisait et qui a fait que effectivement ils ont poussé le curseur en termes d'implication assez loin. Et on avait la chance de les avoir à chacune de nos sessions de travail. On les avait avec nous, donc c'était un partenariat financier, mais également technique. Donc, en cela, c'était intéressant. Merci beaucoup. Yann Moisin, on a d'autres questions pour vous. D'abord, peut-être sur la crise sanitaire. Est-ce que, notamment là, avec la vaccination qui a atteint un peu son plafond dans les quartiers prioritaires, est-ce qu'il y a d'autres idées, solutions à imaginer pour peut-être passer outre les barrières symboliques, linguistiques, enfin tout ce qui peut aujourd'hui poser des difficultés à la généralisation de la vaccination? Alors là, vous me questionnez sur un sujet. Peut-être que c'est Stéphanie qui doit répondre, non? Je ne sais pas, entre vous deux. Non, c'est pas compliqué, mais pour moi, c'est aussi une réflexion. Je crois que le maire de l'île Saint-Denis l'a rappelé tout à l'heure, une réflexion sur la place de la prévention et de la promotion de la santé en France. Et forcément, c'est aussi quelle est la place qu'on lui consacre, ou quelle est la place réduite qu'on lui consacre aujourd'hui sur certains quartiers. Bien sûr, ça interpelle la question des financements, mais pas que, puisque on le sait aujourd'hui, on parle beaucoup de comportements individuels, et ça me fait penser aussi aux derniers chiffres de l'obésité en France et ces taux qui sont plus importants sur certains quartiers. Eh bien, c'est à travers la prévention, c'est une réflexion, comme Stéphanie l'a dit, sur quelle offre alimentaire on propose aux enfants, comment on intègre aussi les milieux scolaires dans cette question, ce lien entre santé et urbanisme. Donc, ça
ça touche aussi et à l'alimentation, mais à la place qu'on peut consacrer dans les espaces publics à la pratique de l'activité physique et sportive. On met beaucoup l'accent sur l'obésité est liée au rapport aux écrans et à des comportements individuels, je dirais, pas toujours adaptés. Mais là, c'est vraiment cette question et cet urbanisme, ce développement de l'urbanisme favorable à la santé, il implique de réfléchir, de prendre un peu de hauteur sur qu'est-ce qu'on propose à l'échelle d'un quartier, où sont situés ces services, comment on y va à pied. Voilà. Donc la vaccination, bien sûr, là ça touche à la question des lieux de soins et je vous l'ai dit, les constats sont inquiétants. Les diagnostics se succèdent d'un quartier à l'autre et on retrouve des mêmes signaux d'alerte alarmants en termes de santé mentale, de démographie sanitaire et sociale et de faible prise en compte de la souffrance psychique pour certaines populations. Et là, ça touche du coup au mode de représentation de certains habitants. On le sait aujourd'hui, Ophélie Bagné l'a dit, Julien Andro l'a rappelé, les modes de représentation des habitants ou de certains citoyens sont à questionner. Ils ne sont pas tous représentés à travers les comités citoyens, même s'ils existent et ils sont toujours présents dans ce type de démarche. Mais la question des modes de participation ou comment on fait pour que certaines prises de parole puissent avoir lieu lors de cette démarche, à mon avis, est essentielle. Merci. En tout cas, on a vu avec vous que la santé n'est pas que le soin, que les questions de prévention, d'alimentation, etc., tous ces éléments-là rentrent en jeu, bien évidemment. Alors, une autre question encore pour vous, Yann Moisan, on vous sollicite beaucoup. Est-ce que vous avez des exemples de prise en compte de la santé, dans des projets qui ont une échelle bien plus large qu'un simple quartier? Alors, en gros, c'est facile à l'échelle d'une barre, mais au-delà, comment on fait? Alors, c'est le sens de la question, je crois. Je dirais pas que c'est facile à l'échelle d'une barre ni d'un bâtiment. C'est toujours compliqué. En fait, que ça soit à l'échelle d'un quartier, même d'un équipement, d'un logement, on a travaillé à plusieurs échelles, même à l'échelle d'agglo. Et à chaque fois, c'est compliqué. Je pense que c'est une des raisons, d'ailleurs, des freins au développement, c'est le niveau de complexité. Et ce niveau de complexité, il est variable d'un territoire à l'autre. Et forcément, il y a des conditions de réussite qu'il faut avoir en tête. Et Madame Bagné l'a rappelé, à travers son expérience, c'est aussi dans quel cadre s'inscrit la stratégie territoriale de la ville, de la commune au travers de ces questions de santé et comment on fait interagir les questions d'alimentation, les trajectoires éducatives et ce rapport à l'accès aux soins et au final, comment à terme on peut réduire cette prévalence des maladies chroniques qui aujourd'hui, tous les chiffres, toutes les études se succèdent, montrent que les inégalités sociales de santé accélèrent et s'accentuent. On peut pas multiplier les diagnostics et ne rien faire. Donc là, je sais que je réponds un petit peu à côté de la question, mais du coup, c'est vous dire que on ne peut pas, en tout cas, penser une même stratégie, que ce soit à l'échelle d'un équipement ou d'un territoire plus large. Ça va vraiment se relier au tour de table qui sera présent. Et puis, encore une fois, quel temps, quelle énergie on va consacrer au fait que les habitants y soient associés. Alors, une autre question qui s'adresse un peu à tout le monde, mais peut-être en particulier à nos acteurs de terrain. Quelle est la place des bailleurs sociaux dans le volet santé de vos projets? Julie, Ophélie? Allez-y, Julie, peut-être? Oui. Vous actionnez les micros, donc alternativement, excusez-moi. La place du bailleur social, elle est centrale. Par contre, elle n'est pas toujours vécue comme telle par le bailleur, on ne va pas se mentir. C'est vrai que c'est un sujet qui est connu, reconnu par le bailleur social, chez nous en tout cas. Après, dans la mise en action, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que
je disais en introduction que la crise sanitaire a vraiment été un révélateur parce qu'elle a amené à un changement de braquet de notre bailleur, quoi. C'est-à-dire que tout au long de l'évaluation des impacts en santé, le bailleur était présent, mais finalement peu impliqué. Or là, depuis la crise sanitaire, on constate que les choses sont beaucoup plus reprises en main par le bailleur. Un fait notable, mais en sortie de confinement, le bailleur a pris l'initiative de faire une enquête chantier. Alors, pas une enquête chantier telle que celle de l'ANRU, mais une enquête de sensibilité par rapport des habitants par rapport au chantier. Ça, c'est venu d'eux-mêmes. Et c'est directement lié finalement au travail d'EIS, à la sensibilisation sur ces questions-là et à la crise sanitaire. Donc, je dirais que la place du bailleur, elle est centrale. Après, c'est pas évident parce que c'est voilà, il y a des priorités dans le cadre des projets urbains qui ne sont pas forcément pour le bailleur, qui ne sont pas forcément directement liées à la santé. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais question encore plus précise à Ophélie Bagné d'ailleurs. Est-ce que les bailleurs, certains bailleurs en tout cas, ont signé le contrat local de santé chez vous? Le pacte Lille bas carbone, oui, Voilà. ils font partie des signataires. Et ce qu'il faut savoir à Concorde, c'est qu'il y a 1500 logements pour une population de 5000 habitants. Et dans les 1500 logements, c'est LMH, Lille Métropole Habitat, qui est l'unique bailleur. Donc, du coup, ils ont un rôle, comme le dit aussi Julie, je partage sur le fait qu'ils ont un rôle central sur ce programme de renouvellement urbain. Et dans la démarche quartier à santé positive aussi, ils ont un rôle pour faire atterrir ce concept auprès des habitants parce que c'est eux qui sont au quotidien en relation avec les 5000 habitants du quartier Concorde. Donc, le bailleur s'implique de quelle manière chez vous? Alors concrètement, par exemple, ils ont la maîtrise d'ouvrage d'une réhabilitation d'une tour. Elle s'appelle Tour Renoir et donc du coup c'est la réhabilitation emblématique du secteur Concorde. Sinon les autres bars que vous avez pu voir sur la photo au début de l'intervention vont être déconstruites. Et donc, du coup, ils interviennent spécifiquement sur cette réhabilitation. Donc, du coup, ils ont une attention très particulière sur les questions d'air, de bruit et d'énergie, sur les questions de, après, livraison de ce bâtiment-là, d'appropriation des futurs usagers. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être passer la parole à Stéphanie Gaucher parce que j'aimerais bien qu'on envisage un peu la perspective à l'aune de la crise sanitaire notamment. Est-ce que vous pensez que la santé va être davantage prise en compte? On a vu que on avait encore beaucoup de chemin à faire au cours de cet atelier. Alors, quelle est la perspective d'après vous? Alors, c'est pas évident d'y la répondre, mais prospective. oui, on pourrait imaginer effectivement des quartiers favorables à la santé en 2050, hein, mais en fait, c'est vrai qu'au final, on voit que la crise sanitaire, ça a été un peu d'ailleurs évoqué dans le grand débat, c'est finalement une manifestation ponctuelle et qui va peut-être se répéter par d'autres crises virales, voilà, climatiques, etc. Et donc, finalement, c'est un moment qui s'inscrit dans des tendances lourdes d'évolution climatique, environnementale, politique, etc. Mais aussi qui a quand même, faut aussi, même s'il faut avoir le recul nécessaire, mais permis de déterminer un peu des signaux faibles, notamment effectivement la question de mètres carrés utiles, de réversibilité, de comment on s'adapte finalement à une situation. Donc ces quartiers finalement favorables à la santé en 2050, je pense que dans l'idée, et puis ça l'illustre assez bien par les approches croisées qu'on a pu avoir avec Yann entre santé et durabilité, c'est que les deux approches, et puis je pense que c'est un peu la même chose pour le quartier de Lille, entre l'approche bas carbone et l'approche quartier à santé positive, ces approches entre durabilité et santé convergent, et on va finalement vers une approche beaucoup plus collective de la santé par le projet, et qui finalement un peu historiquement peut-être passe d'une approche curative ou préventive à une approche adaptative de la santé. Donc voilà, c'est peut-être les premiers éléments qu'on pourra avoir en tête. Après, je ne sais pas si Yann, il y avait d'autres choses qui te... Oui, alors en particulier pour Yann Moisan, il y a même une question un peu provocatrice qui a été posée là par nos spectateurs.
nos intervenants à distance, c'est au-delà de tout ça, est-ce que l'ANRU est vraiment dans son champ de mission quand on parle de santé? Alors, vous voyez qu'on oui, remet même en question l'atelier lui-même. Hein. ouais, c'est vraiment la bonne question. Hein. C'est la bonne question à se poser. C'est en gros se dire ou admettre ou afficher clairement que l'ANRU est un acteur de promotion de la santé. Ça veut dire qu'un bailleur social l'est tout autant, et ça veut dire qu'un équipement scolaire l'est aussi. Alors, du coup, vous allez dire, ah bon, ben, il dit n'importe quoi parce que du coup, tout le monde peut être acteur de santé. Et ben, c'est vraiment ça, hein, c'est ça, c'est vraiment ça l'idée de ces démarches et toute leur complexité, parce que on pourra pas réunir tout le monde et trouver des consensus qui soient à la fois, enfin, qui puissent respecter à la fois les intentions, c'est-à-dire l'urgence sanitaire et sociale des territoires, et un équilibre économique et financier qui est propre à toute opération projet d'aménagement urbain. Donc, il y a d'une part cet équilibre à trouver entre les intentions d'un territoire favorable à la santé, tout en préservant un équilibre économique et financier, et puis là, des questions plus techniques qui ont trait, je dirais, à la complexité des enjeux environnementaux. Stéphanie l'a rappelé, la conclusion de ce carnet-là que vous mettez en évidence là. Voilà, je veux qu'on y arrive parce que vous allez donc le lancer. Il faut dire que, en gros, des territoires favorables à la santé, ce sont des territoires qui vont protéger la santé des habitants. Et pour la protéger, eh bien, il faut s'intéresser, il faut préserver les environnements, des environnements du coup à la fois liés aux espaces naturels, comment on protège les habitants d'un axe autoroutier, donc ça touche la qualité de l'air, comment on protège les habitants de sols qui sont parfois pollués, tout en les incitant à créer et à développer des potagers urbains. Donc là, attention, alerte, quels sont les diagnostics et les travaux préliminaires avant de se dire qu'on va améliorer l'alimentation des populations. Attention aux circuits, à certains raccourcis, notamment liés à ces nuisances environnementales. Et donc, c'est là, je dirais, une première pierre des travaux, hein, ce carnet qui est à la fois un premier retour d'expérience des études d'urbanisme favorable à la santé réalisées ces dernières années dans les quartiers, mais qui aussi pointe beaucoup de points de vigilance sur comment se développer. En clair, les études ne suffiront pas. Il faut pouvoir s'assurer, comme l'a dit Ophélie Bagné, que ces recommandations favorables à la santé sont effectivement mises en œuvre, et après qu'elles produisent leurs effets sur les habitants actuels, mais aussi futurs. Et c'est s'intéresser, bien sûr, aux enfants et aussi à nos anciens sur ces quartiers. Merci, on va donc terminer par là. Ce carnet, il est accessible facilement. On peut le télécharger, se le procurer. Alors, je n'ai pas encore toutes les modalités techniques, Stéphanie, mais en tout cas, il va être mis en ligne, je pense, rapidement par l'ANRU. Ces journées, c'était l'occasion de le présenter, de dire qu'il existe. Et je pense que très vite, il y aura des liens et une stratégie, une politique de communication adaptée et puis qui va permettre sa lecture et son accessibilité. Eh bien, un grand merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cet atelier très vivant. On a aussi un grand merci adressé à toutes les équipes de l'ANRU, en particulier à Camille Lefebvre qui m'a aidé à préparer cet atelier, bien sûr toutes les équipes techniques qui nous accompagnent. Ben, on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente santé et un bon appétit. Bonne journée. Au revoir.